Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Lex Inside, l'émission qui donne du sens à l'actualité juridique. Du droit et rien que du droit. Au programme de ce numéro, on va parler de l'affaire France Télécom. Ce sera dans quelques instants avec Manon Lamotte, associée au sein du cabinet Evershed Sutherland. On parlera ensuite de la directive sur le devoir de vigilance avec Emmanuel Moine, associé au sein du cabinet Bourgachev Moine. Enfin, on évoquera le droit de la preuve et le secret des affaires avec Frédéric Wiesmann, associé fondateur de W Avocat. Voilà pour les titres. Lex Insight, c'est parti. On commence tout de suite ce Lex Inside. On va parler de l'affaire France Télécom avec mon invité Manon Lamotte, associée au sein du cabinet Evershed Sutherland. Manon Lamotte, bonjour. Bonjour Arnaud. Dans un arrêt du 21 janvier 2025, la Cour de cassation reconnaît le harcèlement moral institutionnel. Il marque la fin de la saga judiciaire France Télécom avec la condamnation définitive de ses dirigeants. Tout d'abord, pouvez-vous revenir sur les faits qui ont conduit à cette décision de la Cour de cassation ? Bien sûr, vous l'avez dit, c'est effectivement une décision qui marque la fin d'un long feuilleton judiciaire et médiatique. Et ce feuilleton, il a commencé il y a plus de 15 ans, en 2009, lorsque l'organisation syndicale Sud a déposé une plainte à l'encontre de ce qui s'appelait à l'époque France Télécom, de certains de ses dirigeants. Faut rappeler peut-être un peu le contexte, c'est que France Télécom traversait quand même une période difficile à cette époque. Pourquoi ? Parce que c'était quand même un secteur des télécommunications qui connaissait des mutations massives, technologiques, qui s'ouvraient à la concurrence. Et donc, France Télécom était dans une situation de dette importante. Et donc, ça avait conduit ses dirigeants à adopter des politiques d'entreprise et des plans qui visaient à réduire les effectifs de près de 22 000 salariés et agents. Et c'est précisément ce que reprochait l'organisation syndicale Sud à France Télécom et à ses dirigeants. Et c'est la raison pour laquelle ils ont été mis en examen. C'est parce qu'il avait été considéré qu'en réalité, ces politiques d'entreprise visaient à forcer le départ de certains salariés. Ça s'était manifesté par plusieurs événements. En tout cas, c'est ce qui est relevé dans la décision de la Chambre criminelle de la Cour de cassation. Pour donner quelques exemples, des mobilités géographiques ou professionnelles imposées aux salariés. On a entendu parler des suicides chez France Télécom, un climat globalement très délétère, très anxiogène, des salariés qui avaient une surcharge de travail importante, d'autres qu'on privait totalement de travail. Une longue enquête a eu lieu, qui a duré quand même près de 10 ans, en tout cas 10 ans avant qu'on ait une décision de première instance rendue par la chambre criminelle du tribunal de grande instance de Paris et qui a condamné certains dirigeants de France Télécom et certains cadres supérieurs, également France Télécom en tant qu'entité juridique, qui les a condamnés pour harcèlement moral. Ce qui est important, c'est qu'effectivement, on avait des personnes physiques qui ont été condamnées à des peines d'emprisonnement, des peines d'amende et aussi au versement de dommages et intérêts aux personnes qui s'étaient constituées, aux salariés qui s'étaient constituée partie civile. Ce dossier est allé en appel et c'est la Cour d'appel de Paris qui, en 2022, a rendu une décision qui confirme la condamnation, alors qui a relaxé certaines personnes physiques, certains dirigeants, certains cadres supérieurs, qui a allégé les peines d'autres personnes physiques, mais qui néanmoins, sur le principe, a confirmé ces condamnations et a consacré cette notion de harcèlement moral institutionnel. Et c'était en cet état que s'est présenté ce dossier devant la Chambre criminelle de la Cour de cassation, qui, en janvier 2025, a confirmé les condamnations, qui sont donc devenues définitives, et elle aussi a consacré cette notion de harcèlement moral institutionnel. Alors on va revenir justement sur cette notion de harcèlement moral institutionnel. Qu'est-ce que cela signifie ? Alors, c'est une très bonne question, et la définition que nous en livre la Chambre criminelle de la Cour de cassation est très longue, très précise. Je pense que si on devait résumer cette définition de la Cour de cassation, elle nous dit le harcèlement moral institutionnel, ce sont des agissements qui élaborent ou mettent en œuvre une politique d'entreprise et qui sont porteurs d'une dégradation potentielle ou effective des conditions de travail des salariés. Et dernier élément, il faut que ces agissements aillent au-delà de l'exercice normal du pouvoir de direction de l'employeur. Il y a 3 éléments importants dans cette définition. Premièrement,
c'est que ça peut être une politique d'entreprise. Les agissements définissent une politique d'entreprise. Ça veut dire que ça doit être coordonné par l'entreprise. C'est-à-dire que, en fait, ce ne sont pas des agissements isolés, ça peut être une politique d'entreprise qui est constitutive d'un harcèlement moral. L'autre élément important, c'est que ce n'est pas uniquement ceux qui élaborent la politique d'entreprise qui tombent potentiellement sous le coup de l'infraction de harcèlement moral, ça peut être aussi ceux qui n'ont pas participé à sa définition, mais qui simplement la mettent en œuvre. Et c'était le cas, justement, de certains cadres supérieurs qui ont été condamnés. Le deuxième élément important, c'est qu'il faut que cette politique d'entreprise porte en elle la possibilité d'une dégradation des conditions de travail des salariés. C'est intéressant aussi parce qu'il n'est pas nécessaire que ça ait eu effectivement pour conséquence une dégradation des conditions de travail. La simple potentialité déjà réunit les caractères de l'infraction. Et troisième élément, qui est assez rassurant, il faut que ça aille quand même au-delà de l'exercice normal du pouvoir de direction. Alors, en quoi cette décision constitue une nouveauté ? Ce qui est intéressant, je trouve, dans cette décision, c'est que c'est présenté assez largement comme une nouveauté. En réalité, ce que nous dit la Cour de cassation, c'est que ce n'est pas une nouveauté, dans le sens où ce n'est pas une nouvelle infraction qui est créée par le juge. Et d'ailleurs, le juge n'a pas le pouvoir de créer une nouvelle infraction. C'est intéressant parce que c'était justement l'argument des personnes mises en cause dans ce dossier, c'était de dire « vous ne pouvez pas nous condamner pour harcèlement moral institutionnel qui est une infraction qui n'existe pas dans le code pénal ou dans le code du travail. Ce qui existe, c'est le harcèlement moral. » Et ce qu'il défendait, c'était une vision restrictive du harcèlement moral. C'était de dire pour que cette infraction soit constituée, il faut qu'une personne déterminée commette des agissements de harcèlement de manière concrète et directe vis-à-vis d'une autre personne déterminée. Et ce que vient de dire la Cour de cassation, la Cour d'appel avant elle, c'est non, en fait, ce n'est pas une condition du harcèlement moral. Le harcèlement moral peut être constitué par une politique d'entreprise qui vise non pas une personne déterminée, mais un collectif de travail. Donc en fait, ce que vient nous dire la Cour de cassation, c'est ce n'est pas une nouvelle infraction, c'est simplement une nouvelle illustration d'une infraction qui existe déjà, qui est le harcèlement moral, et donc vient balayer l'argument des personnes mises en cause qui disaient « la loi pénale est d'interprétation stricte, vous ne pouvez pas nous condamner pour ça ». Elle l'a fait. Alors, on va s'intéresser maintenant aux conséquences pour les entreprises de cette, je reprends vos termes, de cette nouvelle illustration du harcèlement moral. Quels sont les risques pour les entreprises ? Alors, tout d'abord, ce qui est important, c'est que les risques ne sont pas seulement pour les entreprises. Et cette décision, c'est une très bonne illustration. Les risques sont aussi pour les dirigeants des entreprises, voire pour les cadres supérieurs des entreprises. Et on le voit bien dans cette décision, ce sont des personnes physiques, autant que la personne morale, qui ont été condamnées, et sévèrement, puisque des peines d'emprisonnement, même si après elles ont été converties en peines d'emprisonnement avec sursis. Mon opinion, c'est qu'il faut prendre quand même du recul sur cette décision. Première raison, parce que tout d'abord, ça concerne quand même des faits qui étaient assez extraordinaires, assez inhabituels. Je conseille tous les jours des entreprises sur des projets de transformation, des projets de réorganisation. Les faits qui sont décrits dans cette décision sont particulièrement extraordinaires. Je les ai décrits tout à l'heure. On parle de priver complètement quelqu'un de travail, d'énormes surcharges de travail, de forcer des mobilités. Donc, certains acteurs, certaines organisations syndicales et certains commentateurs ont pu voir dans cette décision, ou ont voulu voir dans cette décision une condamnation générale des projets de transformation, des projets de réorganisation d'entreprise. Je ne partage pas du tout cette opinion. On demeure libre quand on est une entreprise, quand on est un dirigeant d'entreprise ou un cadre supérieur, d'élaborer, de mettre en œuvre des politiques d'entreprise, y compris quand il s'agit de projets de transformation difficiles, par exemple des réductions d'effectifs. Ce n'est pas du tout ce qui est condamné par la Cour de cassation. La décision s'expliquait aussi peut-être par la taille de l'entreprise France Télécom et par l'ampleur du coup du phénomène. Oui, c'est ça. Et je pense que ce qui a été condamné surtout, c'est l'abus en fait qui a été commis. C'est-à-dire que vraiment ce qui a été condamné, c'est que cette politique d'entreprise visait à forcer les salariés au départ. Ce qui est quand même pas une situation qu'on rencontre très souvent. Plus généralement, même si je pense encore une fois qu'il ne faut pas donner trop de portée à cette décision, en tout cas pas plus qu'elle n'en a, je pense qu'elle s'inscrit, c'est intéressant de le relever, dans une tendance plus générale qu'on voit devant les juridictions, devant les administrations, qui est l'attention portée aux aspects santé, sécurité et aux conditions de travail des salariés. On le voit beaucoup sur les projets de réorganisation. C'est un sujet dont très peu d'acteurs se saisissaient il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, on voit très nettement que c'est un sujet qui est dans le radar des administrations, des juridictions. Évidemment, j'invite tous les employeurs à prendre en compte ces éléments dans l'élaboration de projets de transformation. On va conclure là-dessus. Merci Manon Lamotte d'être venue sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes associée au sein du cabinet Evershed Sutherland. Tout de suite, l'émission continue. On va parler du devoir de vigilance et notamment de la directive sur le devoir de vigilance.
On poursuit ce Lex Inside, on va parler de la directive sur le devoir de vigilance avec mon invité Emmanuel Moine, associé chez Bourgachev Moine. Emmanuel Moine, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors nous allons nous intéresser aux différents aspects de la directive sur le devoir de vigilance, mais tout d'abord, quelles sont les entreprises concernées par cette directive sur le devoir de vigilance? Elles sont nombreuses et elles vont être de plus en plus nombreuses au fur et à mesure de leur assujettissement à la directive. La directive a ceci de nouveau par rapport à la loi française, qu'elle va finir par assujettir un nombre très important d'entreprises. Il s'agira, c'est l'article 2 de la directive, des entreprises européennes avec plus de 1000 salariés et un chiffre d'affaires de plus de 450 millions d'euros. Les entreprises extra-européennes qui réaliseront dans l'Union européenne un chiffre d'affaires de plus de 450 millions d'euros, ou celles dont la société mère aura son siège social en dehors de l'Union européenne et qui feront par un sous-groupe, par exemple, dans l'Union européenne, plus de 450 millions d'euros de chiffre d'affaires. Cet assujettissement, ce que je disais tout à l'heure, va monter en puissance, c'est-à-dire que dans 2 ans, à partir du 26 juillet 2027, lorsque la directive aura été évidemment transposée, les premières entreprises assujetties sont celles dans l'Union européenne qui auront plus de 5000 salariés et qui feront plus de 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Et puis 1 an plus tard, les seuils vont être abaissés. 1 an plus tard encore, les seuils vont être de nouveau abaissés pour arriver au seuil que j'évoquais tout à l'heure. Ça signifie que dans l'Union européenne, on parle d'à peu près 6000 entreprises. On estime qu'il y aura 6000 entreprises qui vont être assujetties. D'accord. Dans le monde, ce seront 900 entreprises qui seront assujetties. Et en France, on passera aujourd'hui d'un nombre de 250 entreprises à peu près 700 entreprises dont on estime qu'elles seront assujetties. Quelles sont les principales obligations qui pèsent sur les entreprises? Les obligations qui vont peser sur les entreprises au titre de la directive sont les articles 7 à 16 de la directive. Elles sont de 2 ordres. D'abord, ce sont des obligations en matière de vigilance. Ensuite, ce sont des obligations en matière de transition climatique. Donc les obligations en matière de vigilance, elles sont très nombreuses. L'entreprise devra avoir une politique de vigilance. Cette politique de vigilance devra s'intégrer dans les dispositifs de l'entreprise. Ce sera une politique de vigilance fondée sur les risques, ce qui amène à l'obligation suivante, établir une cartographie des risques. Et la directive est plus précise que la loi française à cet égard. Elle impose de réaliser une cartographie des risques avec des obligations plus précises d'identification des risques par leur gravité et leur risque d'occurrence. Les entreprises devront disposer d'une politique d'évaluation des tiers, donc des parties prenantes qui sont entendues de manière plus large que dans la loi française actuelle. Elles devront avoir une ligne d'alerte, évidemment, qu'on pourra actionner. Elles devront être en mesure de réaliser des plans d'action pour remédier ou pour prévenir plutôt les risques qui auraient été identifiés. Elles devront communiquer autour de tout ça et on leur impose, au travers de cette directive, d'aller réaliser des due diligence sur leurs parties prenantes. Je le disais tout à l'heure, entendu de manière assez large. Ça veut dire qu'on leur demande de ne rien ignorer des atteintes potentielles aux droits humains et à l'environnement dans toute leur chaîne de valeur, donc sur un nombre d'entreprises beaucoup plus important que la loi française et avec des obligations beaucoup plus précises. À ce titre, la directive prévoit dans l'une de ses annexes une liste des obligations que les entreprises auront à respecter. C'était un grief qui avait été fait à la loi française, notamment dans différentes actions qui avaient été menées, de ne pas préciser exactement de quoi il était question. Là, on a quand même maintenant une liste d'obligations beaucoup plus précise que précédemment. Vous avez souligné beaucoup de divergences entre la loi française qui a été présentée souvent comme pionnière sur le devoir de vigilance en 2017 par rapport à cette directive. De manière générale, qu'est-ce que la directive européenne apporte par rapport à cette loi? Est-ce qu'elle est plus sévère ou au contraire plus libérale? Elle est beaucoup plus précise. Donc la loi française, vous avez raison de le dire, c'était la toute première loi en matière de vigilance en 2017. Donc oui, la France a été précurseur à ce titre.
La directive va beaucoup plus loin. En fait, elle part de ce texte et elle le développe, elle le précise. Donc, d'abord, des entreprises davantage assujetties, puisqu'on a vu que le nombre d'entreprises qui allaient être assujetties augmente considérablement. Ensuite, des obligations plus précises. Ensuite, une chaîne de valeur entendue de manière plus large. Ce ne sont plus simplement les filiales et les sous-traitants, mais ça va s'étendre à tous les partenaires commerciaux, à toutes les personnes avec lesquelles l'entreprise entretient des relations commerciales, donc un champ d'application beaucoup plus large. Et puis surtout, un régime de sanctions et un régime de contrôle, ou plutôt un régime de contrôle et un régime de sanctions. Quel est l'objet de tout ça? L'objet, c'est que les entreprises, dans leur chaîne de valeur, s'assurent que aucun de leurs partenaires, aucune de leurs parties prenantes ne porte atteinte aux droits humains, ne porte atteinte aux droits environnementaux. La directive va imposer, en cas d'atteinte aux droits humains et aux droits environnementaux qui auraient dû être prévenus par un plan de vigilance et qui ne l'a pas été, une responsabilité conjointe entre les solidaires, entre les personnes qui auront rendu possible ces atteintes. Par exemple, une maison mère et sa filiale, pas seulement la maison mère. Il est prévu la création d'agences de contrôle dans les différents pays, qui vont être des agences nationales, qui vont faire partie d'un réseau européen de ces organismes de contrôle. Est-ce que ce sera à l'image de l'Agence française anticorruption? On peut peut-être l'imaginer. Avec des droits d'investigation, avec des droits d'accès à la documentation, et puis avec un pouvoir de sanction qui pourra aller, excusez du peu, jusqu'à 5% du chiffre d'affaires mondial net de l'entreprise. Donc c'est significatif. Je pense qu'on peut dire que c'est significatif. Et qui dit contrôle et sanction, si la sanction n'est pas réglée par l'entreprise, il est prévu aussi une alternative de communication de cette sanction. Il est prévu aussi un régime de responsabilité civile, je l'évoquais tout à l'heure, ce qui fait qu'on pourra se retrouver avec des entreprises qui sont sanctionnées d'un point de vue administratif et qui ont à répondre d'un point de vue civil de l'absence de mise en œuvre suffisante d'un plan de prévention qui aura entraîné des atteintes aux droits humains ou des atteintes à l'environnement. Donc on voit bien... On va avoir plusieurs types de responsabilités qui vont pouvoir être mises actionnées, on va dire. Bien sûr. Et on voit qu'on impose des obligations nouvelles aux entreprises. On leur impose quoi? On leur impose des nouveaux comportements. On leur impose des obligations d'agir. À partir du moment où on impose à des entreprises des obligations d'agir, on comprend tout de suite que si elles n'agissent pas, on va pouvoir rechercher leurs responsabilités. Donc, juste comment les entreprises vont pouvoir répondre justement à cette directive et être en conformité? Les entreprises, elles ont un peu de temps devant elles, mais pas énormément de temps devant elles, pour anticiper la transposition de la directive dans les différents droits nationaux. Donc, les entreprises, celles qui sont déjà assujetties au devoir de vigilance français, elles devront adapter leur dispositif, bien sûr. Celles qui ne le sont pas devront intégrer un dispositif. Il est important de penser qu'un dispositif, il doit être effectif. Il ne faut pas juste avoir une cartographie des risques, il faut en tirer des conséquences. Le report de la directive demandé par le ministre Éric Lombard, vous pensez que c'est une bonne chose? Il faut laisser du temps aux entreprises de préparer les choses. Ça me paraît une évidence parce qu'on leur demande beaucoup. Aujourd'hui, on demande aux entreprises de faire un travail que parfois les États ne font pas. On va conclure là-dessus. Merci Emmanuel Moine d'être venu sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes associé au sein du cabinet Bourgachev Moine. Merci à vous Arnaud. Tout de suite, l'émission continue. On va parler droit de la preuve et secret des affaires. Tout de suite, on parle secret des affaires et droit à la preuve avec mon invité Frédéric Wiesmann, associé du cabinet W Avocat. Frédéric Wiesmann, bonjour. Bonjour.
Dans un arrêt du 5 février dernier, la Cour de cassation a indiqué que le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments couverts par le secret des affaires, mais à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi. Quelles étaient les circonstances de cette affaire ? Il s'agit classiquement d'une affaire en concurrence déloyale entre, d'une part, un franchisé et un franchiseur et leur concurrent d'une enseigne de pizza. Et dans ce cadre-là, les demandeurs ont fait valoir qu'il y avait des pratiques qui étaient déloyales de la part de l'autre enseigne, notamment du fait de l'octroi de délais de paiement excessifs ou encore de prêts qui étaient consentis par le franchiseur au franchisé. Et dans le cadre de cette instance, les défendeurs, donc ceux qui étaient poursuivis, ont opposé le fait qu'une des pièces produites par les demandeurs était couverte par le secret des affaires et qu'à ce titre, la violation du secret des affaires devait donner lieu à l'octroi d'une indemnisation, ce à quoi a fait droit précisément la Cour d'appel de Paris dans son arrêt, je crois, du 23 novembre 2022, et 30 000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral ont été alloués. Et c'est dans ce cadre-là que la Cour de cassation se retrouve donc avec un pourvoi où elle se retrouve avec la mise en balance et la contradiction entre deux droits, le droit au respect du secret des affaires d'une part et de l'autre côté, le droit à la preuve d'autre part. Vous avez rappelé l'attendu principe qui a été rendu par cet arrêt de la Cour de cassation. C'est un arrêt publié au bulletin, donc ça veut dire qu'on veut lui donner une large publicité. Et ce qui est intéressant aussi, et qui montre bien le but poursuivi par la Cour de cassation, c'est un moyen relevé d'office, puisqu'il est visé l'article 1015 du Code de procédure civile. Et ce qui est intéressant, c'est que on voit que la Cour de cassation rappelle les dispositions légales internes sur la protection du secret des affaires et le cas dans lequel on peut y déroger, c'est l'article L151-8, troisièmement du Code de commerce. C'est donc à l'occasion d'une instance relative à une atteinte au secret des affaires, on ne peut pas opposer le secret lorsque il est nécessaire de protéger un intérêt légitime. Et cet intérêt légitime pour les demandeurs, c'était de pouvoir prouver et d'obtenir à ce que leurs prétentions soient entendues équitablement, conformément à l'autre disposition qui est visée par la Cour de cassation, à savoir l'article 6, paragraphe 1, le droit au procès équitable et toutes ses déclinaisons de la Convention européenne des droits de l'homme. Comment expliquez-vous cette solution de la Cour de cassation ? Eh bien, donc, la Cour de cassation veille à trouver cet équilibre. Et l'équilibre, elle fait qu'elle pose des conditions. C'est-à-dire qu'il faut que la preuve soit indispensable à l'exercice du droit à la preuve, première condition, et que l'atteinte portée au secret, deuxième condition, soit strictement proportionnée. Et c'est là où on se rend compte qu'en fait, il n'y a pas de solution binaire. Il est nécessaire pour chacun des juges d'apprécier in concreto si la pièce produite porte atteinte ou non au secret des affaires. Est-ce qu'elle était indispensable ? Est-ce que l'atteinte portée au secret des affaires était strictement proportionnée ? Dans cette affaire, il s'agissait d'une pièce qui avait été obtenue par les demandeurs. C'était un guide d'évaluation des points de vente avec des conseils aux franchisés pour améliorer la qualité de la gestion et la rentabilité de la gestion. C'était une pièce qui était estampillée confidentielle et qui comportait une mention d'interdiction de diffusion en dehors du réseau de franchisés des défendeurs. Donc, à l'évidence, la pièce était bien couverte par le secret des affaires. Et c'est là où, en fait, il y a la juste balance. Pourquoi ? Parce que si on lâche les vannes et qu'on dit on a le droit à produire toute preuve sans aucune restriction, eh bien, ça veut dire qu'une partie peut initier une action, peut essayer de collecter des éléments de preuve chez son adversaire qui peut être un concurrent et utiliser les pièces obtenues dans un contexte et dans un but autre que celui du procès lui-même. Et c'est pour ça que la Cour de cassation, dans le prolongement de la CEDH... Elle fait son contrôle de proportionnalité. Elle fait son contrôle de proportionnalité et du caractère indispensable de la production de cette pièce. Comment cet arrêt s'inscrit dans l'évolution de la jurisprudence récente ?
c'est vrai que la jurisprudence récente a la force d'être extrêmement claire et d'être très pédagogique. Mais il faut savoir qu'en fait, le droit à la preuve était déjà reconnu par la CEDH depuis 1993. Il y a un arrêt de 1993, un autre arrêt de la CEDH du 10 octobre 2006. Vous avez un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 5 avril 2012. Et précisément, sur le secret des affaires, quelles étaient les solutions qui étaient rendues auparavant? Parce que la problématique du secret existe déjà, a toujours existé. Eh bien, vous avez notamment une affaire que j'ai bien connue, puisque j'ai travaillé dans ce dossier-là, c'est l'affaire KR Média, du 8 février 2006 de la Cour de cassation. Et là, la Cour de cassation s'est prononcée sur l'articulation entre la mesure d'instruction de l'article 145 du Code de procédure civile, c'est-à-dire prouver qu'on a un intérêt légitime à obtenir la production de preuves nécessaires au succès de sa prétention vu d'un potentiel futur procès, et de l'autre côté, le respect du secret. Et la Cour de cassation avait dit le secret des affaires ne constitue pas en soi un obstacle à la production d'une pièce en justice et à ce qu'une mesure d'instruction soit ordonnée. Voilà, donc on est dans une cohérence, mais avec des rajouts de critères et un contrôle qui est plus précis. Voilà. Pour bien comprendre, comment le juge évalue-t-il la production d'un élément couvert par le secret des affaires? Eh bien, c'est là où, en fait, on rajoute du travail au juge, très clairement. Parce que pour se prononcer sur ce caractère indispensable, ça veut dire qu'il faut déjà appréhender un peu l'intégralité du litige, l'ensemble des faits, l'ensemble des preuves qui sont produites par le demandeur. Et le juge va devoir se poser la question, est-ce que cette pièce est absolument nécessaire, à savoir, est-ce qu'il y a d'autres preuves qui sont produites par la partie demanderesse qui permettent de justifier du bien fondé de sa prétention? En d'autres termes, pourquoi violer le secret des affaires quand d'autres pièces se suffisent à elles-mêmes, premièrement. Et la deuxième, c'est de se dire aussi de manière plus générale, est-ce que par rapport aux demandes qui sont formulées, dans l'appréciation finalement presque du fond du dossier, est-ce que la preuve est vraiment indispensable pour justifier de cette prétention? Donc ça veut dire que le juge, alors qu'on est finalement dans une phase qui est une phase préalable d'analyse des pièces qui sont produites par le demandeur ou qui peuvent être sollicitées au contradicteur, va devoir se lancer dans une analyse in concreto avec une argumentation qui touche déjà un peu au fond du dossier. Et je me permets de souligner qu'il y a finalement aussi un petit hiatus procédural. Pourquoi? Pourquoi? Parce que devant le tribunal de commerce, vous avez le juge chargé de l'affaire qui, en vertu d'instruire l'affaire, qui, en vertu de l'article 865 du Code de procédure civile, peut trancher toute difficulté relative à la communication des pièces. Et ça, donc, il peut le faire. Donc, s'il y a une difficulté sur la production d'une pièce, sa recevabilité, etc., il peut trancher. En revanche, le juge de la mise en état, lui, n'a pas un pouvoir aussi étendu, ce qu'a rappelé la Cour de cassation dans une autre affaire que j'ai eu à connaître à mes dépens, c'est un arrêt de la deuxième chambre civile du 25 mars 2021. Et là, la Cour de cassation, la deuxième chambre, qui a voulu traiter cette affaire, a dit « Le juge de la mise en état n'a pas le pouvoir d'ordonner le retrait de pièces des débats ». Ça veut dire qu'en fait, tout le procès va se passer avec des pièces dont on va discuter de la recevabilité, que ce soit en première instance, en appel, voire même en cassation. Et donc, il y a une complexification du litige. On va conclure là-dessus. Merci Frédéric Wiesmann d'être venu sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes associé fondateur du cabinet W Avocat. Merci beaucoup pour votre accueil. Merci de votre fidélité. Restez curieux et informés. À très bientôt sur Be Smart for Change.